donc, aujourd'hui, merci. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes encore deux ensemble, donc ça marche, c'est très bien. Vous avez votre cours, je pense, devant vous. Nous allons entamer la séance 3. Alors, jusqu'à présent, je le répète encore une fois, c'est tout simplement, si vous voulez, les éléments de base. À partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer d'entamer ce que j'appelle, moi, le marketing approfondi d'une manière sérieuse. Mais jusqu'à maintenant, j'aimerais bien que vous ayez toutes ces bases en tête. Alors, la première séance, c'était les concepts clés, etc. La deuxième séance, on a continué dans ce sens-là. Alors, ne faites pas attention au nombre de séances, mais l'essentiel, c'est que vous avez 4 parties à faire. Hein. Donc, on a dit les éléments clés, le comportement du consommateur, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Voilà. Chaque partie est composée de 2 ou 3 séances. Donc, on va voir comment on peut faire tout cela, mais on pourra probablement aller, si vous voulez, plus vite, Inch'Allah. Alors, ce qui est important, c'est que la dernière fois, on est resté sur... pardon. La dernière fois, on est resté... sur une application de McDonald's. Alors, j'aimerais bien vous poser 2 petites questions, très simples. Oui. Vous désactivez votre micro, s'il vous plaît. Vous désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, la dernière fois... Oui. C'est quoi les questions? Les questions par rapport à quoi? Alors, donc, vous avez normalement une réflexion à faire par rapport au cas de McDonald's, et je vous ai dit de réfléchir un petit peu sur, si vous voulez, la consommation ou bien l'environnement et tout ce qui est durable par rapport à l'offre de McDonald's. Comment McDonald's, par exemple, a intégré l'environnement dans son offre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une réflexion sur cette séance à travers un exercice. Alors, maintenant, je laisse, si vous voulez, ce cas de McDonald's à côté. J'aimerais bien que vous le lisiez encore une fois et vous réfléchissez profondément d'après vos interrogations sur Google, etc. Et je démarrerai jeudi par quelques petites questions sur McDonald's. Lisez la diapositive sur McDonald's et j'aurai des questions précises à vous poser que je vais vous envoyer par cette séance. D'accord? À travers les documents d'aujourd'hui et vous réfléchissez. Oui. Monsieur, on est un groupe d'étudiants qu'on n'a pas rempli la fiche des données personnelles. Quelle fiche? Pour moi, j'en sais rien. S'il vous plaît. Alors, laissons-nous terminer cette séance et puis après, on aura le temps de discuter si vous voulez. Okay? Alors, vous me parlez de la fiche de lecture. Oui, je vous ai envoyé une fiche de lecture, c'est bien ça? Oui, monsieur. Bien, alors laissez ça de côté pour le moment.
on va démarrer cette séance et puis après, je reviendrai à ce que vous êtes censé faire à la fin de cette séance. D'accord? Bien. Alors, deuxième élément fondamental sur lequel j'aimerais bien attirer vos attentions, c'est le comportement, si vous voulez, du consommateur. Et on est tous concernés par, si vous voulez, la compréhension de ces comportements, parce que vous avez l'entreprise, vous avez les produits, vous avez l'environnement, vous avez l'État, vous avez tout le système, mais dans le système, je dirais, de production et de consommation, une composante est particulièrement très importante, c'est le consommateur. Donc, si on n'arrive pas à le connaître parfaitement, on ne connaîtra ni besoin, ni désir, ni demande, ni offre de service ou de produit qui correspond à la valeur perçue par ce consommateur. Alors, quelle est son importance? Quels sont les différents rôles que prennent un consommateur, c'est-à-dire les clients, ou qui ont une peau de consommateur à l'intérieur? Quels sont les principaux facteurs qui influencent ce comportement? Et nous analyserons le processus d'achat de ce consommateur. Si vous n'arrivez pas à connaître, il y a une littérature énorme. Il y a même, si vous voulez, je vous ai demandé de lire quelques pages pour cette séance. J'aimerais bien, avoir quelqu'un qui a bien lu les pages que j'ai demandé de lire aussi, au niveau du livre que vous avez reçu, ou que je vous ai envoyé le lien. Parce que c'est très important. Si vous n'arrivez pas à comprendre qui sont les clients, qui est le consommateur, quels sont les facteurs qui les influencent au moment de l'achat, et quel est le processus ou la procédure d'achat, vous n'allez pas du tout les comparer, ou si vous voulez, les analyser parallèlement avec les besoins, les désirs, les définitions du marketing, pour sortir justement avec une stratégie. Et cette stratégie, on l'a dit, ciblage et normalement segmentation, ciblage et positionnement. C'est ce que nous allons voir, si vous voulez, au niveau de la stratégie. Pour le moment, ce qui est important, c'est de comprendre ce que c'est que ce comportement et quelle est son importance, si vous voulez, pour l'entreprise ou pour le commun des mortels. Alors, pour le responsable marketing, il est indispensable de connaître de la manière la plus exclusive possible les divers éléments intervenant dans la décision d'achat du consommateur. On ne va pas aller plus loin. Prenez votre propre exemple et prenez un produit. Vous êtes consommateur et vous voulez un ordinateur. Comment allez-vous procéder pour, si vous voulez, acheter une marque plutôt qu'une autre? Alors, regardez votre parcours. Monsieur, on va. Allez-y. Monsieur, la première étape, c'est rechercher les informations. Exactement. Mais vous allez chercher les informations. Maintenant, je vais vous donner une autre information supplémentaire. Pour l'entreprise, elle les connaît. Vos propres informations que vous allez chercher, elle les connaît déjà à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on est surtout actuellement dans les applications mobiles, digitales, etc. N'importe quel petit geste que vous faites, il est enregistré. Vous pouvez me donner votre nom et prénom. Nom et prénom. Et je peux le donner à quelqu'un qui a, si vous voulez, qui est spécialiste dans les analyses de données, il peut me donner 30 pages sur votre vie. Quelles sont les couleurs que vous aimez? Qu'est-ce que vous regardez? Vous êtes combien dans la famille? Vous avez quel âge? Je sais même, probablement, donc, il peut même me donner quelle est la pointure de vos pieds.
C'est incroyable ce que nous avons maintenant comme, si vous voulez, système d'information. D'ailleurs, on en parlera, si vous voulez, plus tard. Donc, le responsable marketing, il doit connaître tout cela. Ce n'est même pas la peine de le dire. Mais il les connaît déjà à travers votre comportement digital. Pour le moment. Mais, il le complète avec des questionnaires, avec de temps en temps, si vous voulez, des études de marché, avec l'achat de ce qu'on appelle de certains échantillons. Hein? Je ne vais pas aller plus loin, mais réfléchissez maintenant 2 secondes. Quels sont les besoins de l'étudiant de l'université Hassan II en S5? Alors, imaginez que moi, je suis quelqu'un qui va vous offrir des masters l'année prochaine. Quelles sont les informations dont j'ai besoin pour vous offrir les masters que vous voulez? Vous êtes 2000, 3000, je ne sais pas combien, en S5, je dis bien S5, Université Hassan II, faculté de droit à Ain-Choq. Donc, vous voyez que je dois faire une étude, je dois regarder vos fiches administratives, vos antécédents, récupérer le maximum de CV, regarder un petit peu vos, je dirais, tendances. Est-ce que vous avez besoin de telle ou telle forme, etc., d'études plus tard? Et je peux vous ouvrir, par exemple, si je trouve que le maximum de personnes souhaitent faire une carrière dans le marketing digital, eh bien, je vais ouvrir une formation du digital. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est vous qui créez, je dirais, les désirs qui deviendront des produits. Alors, la connaissance du comportement du consommateur est indispensable pour tous les produits et les services. Et quand on parle de services, vous avez l'offre de formation qui est un service, l'offre touristique qui est un service, l'offre, si vous voulez, pour voyager, l'offre pour se déplacer, etc., etc. Actuellement, la connaissance, si vous voulez, des consommateurs casablancais, la connaissance, si vous voulez, moi j'habite dans un endroit où je ne plaisante pas, hein, il y a à peu près 20 000 habitants, et la moitié, elle se fait livrer chaque jour. Je ne vois que les livreurs pendant ce défilé, hein, donc toute la journée. Donc je suis dans une catégorie ou dans une zone où normalement les gens ne cuisinent pas beaucoup chez eux. Donc vous voyez, c'est un comportement. Mais l'élaboration des produits, c'est vrai, tous les produits maintenant qu'on consomme, la plupart chez nous, donc ils se font livrer, hein, donc vous avez les restaurants qui sont fermés, donc ils peuvent livrer. Alors ce métier de livreur a fait vraiment boom pendant le confinement depuis le mois de mars jusqu'à maintenant. Et ça continue. Et peut-être ça va changer. Et il n'y a pas que ce qu'on mange. Maintenant, tout, sans exception, on peut le livrer. Sans exception. Hein, des produits de nettoyage, de jardinage, de je ne sais pas, de tout ce que vous voulez, on peut vous livrer jusqu'à chez vous. Il y a même des sociétés qui font les courses à margin dans les grandes surfaces, comme Carrefour, etc., pour vous. Eh bien, parce que le comportement du consommateur a changé. Et parce que certaines entreprises l'ont étudié d'une manière beaucoup plus importante. Alors, pour bien analyser ce comportement, il convient de se poser les principales questions suivantes. Comment sont utilisés les produits? Si, par exemple, je vous donne encore, je viens vers vous pour que vous compreniez ce que je dis. Quelle est la première question qu'un vendeur d'ordinateur va vous poser une fois que vous allez lui dire que vous avez besoin d'un consommateur, d'un ordinateur? Quel est votre budget? Non. Quelle est la marque? Vous n'êtes pas une bonne vendeuse. Quelle est la marque? Pas une bonne vendeuse. Les informations qu'on cherche. Pourquoi avez-vous besoin de ce PC? Il faut qu'on paye gratuitement. Combien d'espace? Non, il faut savoir les besoins du Pas client. du tout. Exactement.
Alors, la bonne question d'un bon vendeur. Monsieur, ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Exactement. La connaissance de Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette machine? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette machine? Quels sont vos problèmes à résoudre? C'est la bonne question d'un bon vendeur pour un ordinateur. Sinon, ça ne sert à rien. Stockage, etc. et tout ça, les caractéristiques, on peut les avoir. Donc, comment sont utilisés les produits? Et une fois, vous allez lui vendre quoi? Comme on a dit la dernière fois, des solutions. Pourquoi voulez-vous que j'achète 512, je ne sais pas de mémoire, j'achète un Adobe avec ses 15 logiciels, j'achète je ne sais pas quoi, alors que moi je vais utiliser Word, PowerPoint et Excel. À quoi ça va me servir? Sauf si j'utilise Photoshop, si j'utilise... Alors là, je vais commencer à demander, par exemple, les cartes mères, les cartes graphiques, etc., la pixelisation des couleurs, tout ça. Je rentre dans les détails. Alors, plus le vendeur vous voit que vous êtes intéressé et un consommateur spécifique, eh bien, d'après l'utilisation du produit, il va vous vendre les solutions et il va normalement, une fois, donc vous avoir, je dirais, comment dire, séduit, eh bien, il va rentrer dans le design, dans l'ergonomie, dans le poids, dans les touches, et ensuite, selon la pyramide de Maslow, etc., et tout ça que nous avons vu au niveau des besoins, il va encore vous dire, j'ai une gamme beaucoup plus importante. Et ensuite, il va vous vendre une garantie. Au lieu de 2 ans, 4 ans, 5 ans, il va vous vendre une formation, et ainsi de suite. D'accord? Et en fonction de votre appréciation, en quelque sorte, des produits, comment sont-ils appréciés, il va essayer de travailler sur les valeurs de plus que vous avez par rapport aux autres consommateurs. D'accord? Donc, ensuite, on parlera le comment le consommateur souhaite-t-il les avoir. Est-ce qu'il va les avoir tout de suite, emballés? Est-ce que c'est pour lui ou pour quelqu'un d'autre? Parce que c'est un client, ce n'est pas, si vous voulez, un consommateur pur. Nous verrons la différence tout à l'heure. Ensuite, quelle est son appréciation de la promotion, de l'offre du jour, et quelle est son appréciation des produits de la concurrence? Est-ce qu'il connaît, donc il veut acheter un Apple, est-ce qu'il connaît les caractéristiques ou ce que, par exemple, Asus a de plus que Apple? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le système d'information, marketing de cette entreprise doit intégrer toute donnée, quelle qu'elle soit, petite ou grande, du comportement du consommateur. Je vous ai donné un exemple sur McDonald's. Quand vous regardez la RSE, la responsabilité, enfin, si vous voulez, la responsabilité sociale de l'entreprise, et quand vous voyez que McDonald's, dans certains pays, il a aidé des associations, il a aidé des enfants à être scolarisés, il a aidé des paysans parce qu'il a acheté leur propre, je dirais, production, etc., pour la fabriquer, que ce soit au niveau, si vous voulez, de la viande, etc. McDonald's, il a un fonds qui s'appelle Fondation de McDonald's, et parfois, tout ce que vous payez, il y a une petite partie qui va dans ces fondations. Et vous allez dire que ala barakatillah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Adala Mohsin, McDonald's, c'est quelqu'un qui aide, qui. Mais quand vous voyez d'un autre côté qu'il y a des qui fait appauvrir certains gens, qui normalement ferment certains magasins, certaines sandwicheries, vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si McDonald's avance dans ses publicités, dans sa stratégie, et tout ce qui est environnemental pour la société,
et tout ce qui est sain pour notre santé, eh ben vous allez dire que c'est nettement mieux que King Burger ou KFC ou je ne sais pas quoi. Donc, au lieu de manger chez les autres, je vais chez McDo parce que c'est mieux. Eh bien, parce que tout simplement, il vous a mis dans votre tête un maximum d'informations positives. Et positives par rapport à qui? Par rapport à ses produits et en même temps parce qu'il vous connaît. Il vous a étudié. Et il vous a étudié à travers beaucoup de choses dont vous ne connaissez même pas. Hein. Quand vous prenez un Coca-Cola, eh ben, c'est McDo. Hein. Mais quand vous prenez par exemple un Pepsi, c'est Pizza Hut. Alors donc, tous les consommateurs de Pepsi reçoivent certainement, si vous voulez, sur leur mail, etc., des publicités de Pizza Hut. Par contre, ceux qui consomment chez McDo, rarement qu'ils reçoivent ça. Parce qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas, si vous voulez, d'après leur comportement, dans la sphère de ces produits-là. Alors, comment utiliser les produits? Comment sont-ils appréciés par le consommateur? Comment le consommateur souhaite-t-il les avoir? Quelles sont ses appréciations pour les produits concurrents? Et comment il conçoit, si vous voulez, ou il répond à une certaine promotion? Eh bien, c'est toutes ces informations qui vont nous faire découvrir les besoins du consommateur. Et l'entreprise, vous, en tant qu'entreprise, vous êtes censé répondre à ces besoins. Alors, je vous ai parlé de l'état d'esprit du consommateur. Alors, cet état d'esprit, je ne vais pas encore le répéter, il faut parfois que vous soyez des consommateurs, des clients, et parfois, vous sautez dans l'autre direction, de l'autre rôle, et que vous êtes un entrepreneur. Là, le comportement du consommateur, c'est dans deux sens. C'est ça ce que j'appelle l'état d'esprit. Si vous êtes client, vous répondez à ces questions en informant les gens. Si vous êtes entrepreneur, vous cherchez ces questions sur le consommateur pour le comprendre et lui offrir, si vous voulez, les produits qui répondent vraiment à ses besoins. Alors, quels sont les différents rôles du client? Tout à l'heure, j'ai parlé du consommateur. Mais attention, le consommateur, il peut être utilisateur, acheteur, prescripteur, payeur. Si vous êtes dans les B2C, c'est-à-dire business to, si vous voulez, consommateur. Alors donc, la première, si vous voulez, le premier cercle, le B2C, hein, B2C, ce sont, si vous voulez, la sphère de tous les produits et les services offerts au niveau de la consommation de tous les jours, par exemple. Le business, si vous voulez, vers les consommateurs. Le B2B, on a rajouté quoi? On a rajouté surtout le filtre et le décideur. Parce que dans la deuxième boucle, si vous voulez, ou la deuxième qui est en bas, vous avez business to business. C'est ce qu'on appelle le marketing industriel. C'est-à-dire marketing entre entreprises de services ou de produits, si vous voulez, industriels. C'est ce qu'on appelle le B2B. Quelle est la différence fondamentale entre le B2C et le B2B? C'est que dans le B2B, les clients sont peu nombreux. Quand vous avez des entreprises, vous avez quelques milliers d'entreprises qui, normalement, ont quelques milliers de fournisseurs ou de distributeurs, etc. Quand une entreprise est une cliente d'une entreprise, ce n'est pas la même chose que le B2C. Le B2C, vous avez des milliers de consommateurs. Alors que dans le B2B, une entreprise, moi je connais des entreprises qui ont un seul client. Un seul client. Hein? Donc ça veut dire une entreprise qui fabrique, je vous donne un exemple, il y a des fermes à Casablanca, enfin Birjdid, etc. et tout ça, dans la région de Casablanca, qui fabriquent, qui ont, si vous voulez, l'élevage des vaches et qui fabriquent du lait. Le seul
client qu'ils ont, c'est Danone. C'est tout. Si Danone ferme, eux, ils vont faire faillite. Ils n'ont aucun autre client au niveau industriel. Donc, vous voyez qu'une entreprise en B2B, elle peut avoir un seul client. Donc, il faut qu'elle le connaisse, le client. Alors, quand le B2B, alors vous êtes dans les produits, si vous voulez, de consommation courante. Alors, un petit détail pour que vous vous situiez et pour que les études que vous allez certainement faire plus tard, quand vous, j'espère, vous allez intégrer un service marketing, c'est que les clients, acheteurs, utilisateurs, etc., tout ça, ils sont différents. Et leur comportement est différent. Vous ne pouvez pas les avoir, vous ne pouvez pas les étudier d'une manière, c'est pour ça qu'il faut les segmenter et qu'il faut se positionner sur une partie plutôt qu'une autre. Alors, vous avez l'utilisateur et la personne qui bénéficie du service rendu. Il utilise le produit. Vous avez le prescripteur, c'est la personne qui recommande ou impose le choix d'acheter un produit ou une marque. L'acheteur est la personne qui participe au processus de sélection sur le marché, hein, donc au niveau industriel. Alors maintenant, un exemple rapide. Un malade, il est utilisateur des médicaments. Un médecin, c'est lui le prescripteur de ce médicament. Les parents, c'est eux qui achètent et c'est eux qui choisissent telle ou telle pharmacie pour acheter les médicaments. Donc, vous voyez que vous êtes, enfin, moi, je suis malade et il y a mon enfant qui va acheter le produit et il y a le médecin X qui va me donner une ordonnance pour les mêmes médicaments. Pour les mêmes médicaments. Vous avez un consommateur, un prescripteur, un acheteur. Eh bien, l'entreprise, elle va vendre, enfin, je dirais le laboratoire. À qui va-t-il vendre, si vous voulez, le médicament? Aux pharmacies. À Vous voyez? La pharmacie. Aux pharmaciens. Mais ça, vous êtes resté dans, je dirais, comment dirais-je, le premier degré de la vente. Mais pas du tout au pharmacien, parce qu'il va le vendre au médecin. C'est pour ça que, de temps en temps, si vous l'avez remarqué, vous trouvez ce qu'on appelle les délégués commerciaux dans certains cabinets de médecins. Ils viennent avec quoi? Avec toute une valise pleine de quoi? Des médicaments. Plein de produits. Oui, Les médicaments. mais des produits gratuits. Exactement. Des échantillons gratuits qu'ils donnent gratuitement au médecin. Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait de ces échantillons? C'est distribué. Il les distribue gratuitement pour garder des patients, hein, pour qu'ils reviennent, parce que de temps en temps, ils ont un petit truc gratuit. Et de temps en temps, le médecin, parfois, je suis désolé de dire ça, il a un pourcentage quand normalement il vous envoie chez un pharmacien. Parce qu'il sait que le pharmacien, il va vous vendre tel médicament de tel laboratoire, de tel. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de monde qui rentre dans la décision d'achat. Et il y a vos parents, mes enfants qui vont aller chercher ces médicaments. D'accord? Donc, eux aussi, ils peuvent facilement, je les envoie à telle pharmacie, mais ils peuvent, en passant par une autre pharmacie ou ils connaissent une autre pharmacie, ils peuvent aller chez la pharmacie qu'ils connaissent. Et là, ils changent complètement le lieu d'achat parce que c'est un client. Alors, la décision maintenant pour le laboratoire, il faut qu'ils connaissent l'utilisateur, le prescripteur, l'acheteur et toute la chaîne de la clientèle de ces produits. On peut reprendre des multitudes d'exemples et vous allez voir que c'est automatiquement, à chaque fois,
vous allez revenir, si vous voulez, sur le b.a.-ba du marketing. Le décideur est la personne qui entérine le choix final. Si je reste dans les médicaments, c'est automatiquement le médecin, jusqu'à présent. Il peut être prescripteur et il peut être décideur. Le payeur, c'est lui qui finance. Si on fait tout cela, mais on n'a pas d'argent, donc il faut qu'on trouve une solution. Si les médicaments ne sont pas remboursés, si on n'a pas une mutuelle, si, etc. Et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut qu'on trouve un moyen de paiement. Parfois, il y a même certaines pharmacies, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font, ils vous payent, enfin, ils vous donnent des médicaments à crédit. Ça veut dire qu'ils attendent à ce que la personne soit remboursée par sa mutuelle, et c'est à ce niveau-là qu'elle est payée. Et vous avez le filtre. Là, c'est l'industrie, le B2B. C'est la personne qui favorise, ralentit ou stoppe le transfert d'informations influençant la décision. Ça, c'est dans le B2B. Hein. Quand vous avez un appel d'offres, par exemple, entre entreprises, eh ben, vous attendez la signature du patron. Eh bien, le patron, il peut signer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 15 jours. Donc, finalement, c'est un filtre. Pourquoi? Parce que lui, il doit être conseillé également par d'autres personnes. Eh bien, tout ça, c'est encore la chaîne, si vous voulez, de la clientèle. Alors, le partage des rôles de ces clients, l'utilisateur et l'acheteur et le payeur. D'accord? Qui utilise, qui achète, qui paye. Ce sont des rôles différents. Parfois, si vous voulez, l'utilisateur n'est ni l'acheteur ni le payeur, mais il utilise le produit. Je reviens au malade. Il n'achète pas, il ne paye pas, mais il utilise les médicaments. Hein, si vous êtes avec vos parents, c'est eux qui payent. L'utilisateur peut être acheteur, mais pas payeur. Ça veut dire que vous, si vous voulez, vous allez acheter votre propre médicament, mais ce sont les parents qui payent. L'utilisateur est le payeur, mais pas l'acheteur. Il peut vous donner de l'argent, c'est le chéri. Si vous êtes utilisateur, vous achetez. Si vous l'achetez pour, je parle toujours du médicament, pour vos frères et sœurs, eh bien, vous n'êtes pas utilisateur, mais vous êtes acheteur, mais pas payeur. Alors moi, le pharmacien, ou là, le laboratoire, ou là, le médecin, si je ne connais pas qui achète, qui utilise et qui paye, qui fabrique, qui filtre, qui prend la décision, comment voulez-vous que j'avance dans la vente de mes produits? Impossible. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Les informations. Alors, c'est pour ça qu'on va, si vous voulez, aller directement, pas aujourd'hui, mais de n'importe quelle réflexion, elle va aller directement à l'information. Alors, maintenant, je sors un petit peu du cadre médical. Regardez autour de vous. Hein? Maintenant, si je prends, par exemple, une cérémonie, enfin une cérémonie, de fiançailles ou de mariage chez nous, c'est la même chose. Qui va se marier, garçon ou fille? Qui vont les marier? Les parents. Qui, normalement, vont payer peut-être la fête? Eh bien, peut-être c'est l'oncle, hein, ou c'est le grand-père, qui, etc., etc. Comment ils se sont rencontrés? Eh bien, à travers des réseaux sociaux, à travers des informations, à travers, si vous voulez, des informations familiales, à travers beaucoup de choses. Et vous n'aurez pas utilisateur, acheteur, payeur, mais vous aurez quoi? Vous aurez 2 personnes qui vont se marier, mais à travers certaines informations, il y en a beaucoup qui ont organisé, si vous voulez, la cérémonie de fiançailles, de mariage, tout ce que vous voulez, et l'achat d'appartements. Et il y a énormément d'informations que nous avons réussi à avoir pour réaliser ce mariage. Et bien, la même chose. Vous prenez l'achat
hein, donc je le dis et je le répète toujours, d'une boîte d'allumettes, c'est la même chose que l'achat d'une, je ne sais pas, de 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Hein? C'est la même chose. Sauf que le produit, le service, le temps change. Et vous aurez besoin d'informations beaucoup plus que d'autres pour certains produits. Alors, toute transaction commerciale requiert au minimum 3 démarches: l'achat, le paiement et l'utilisation. Donc, vous avez besoin des informations avant l'achat et vous avez besoin de compléter par d'autres informations pour le paiement et vous avez besoin aussi d'autres informations pour l'utilisation. Prenons un réfrigérateur. Vous êtes censé chercher pendant des jours et des jours, hein, si vous êtes un bon acheteur, je dis, pour vous, pour quelqu'un d'autre, à chercher certaines informations avant d'acheter le bon réfrigérateur. Ensuite, vous cherchez les modes de paiement. Et enfin, le service après-vente et la fiche technique pour bien utiliser votre ordinateur, votre réfrigérateur. Mais il y a énormément de gens, si vous voulez, qui utilisent leur réfrigérateur à 30%, si vous voulez, pas de sa capacité, mais de ses techniques ou caractéristiques, si vous voulez. Il y a énormément de fonctions qu'on n'utilise pas. Hein, au niveau congélation, au niveau, si vous voulez, réfrigération, au niveau stockage, au niveau conservation, au niveau, il y a beaucoup de choses. La température rentre, comment? Mais nous, on utilise quoi? Les fonctions basiques, c'est-à-dire réfrigérer, congeler. À la limite, on ne sait même pas ce que c'est qu'une congélation à moins 18, à moins 26, à moins 30, à moins 70. Qu'est-ce que ça donne? Alors, si vous l'usez maintenant, et si vous intéressez à cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Je ne vous entends pas. Vous m'entendez toujours, j'espère. Oui, monsieur. Il y a quelqu'un qui était un petit peu plus loin, je crois. Oui, monsieur. D'accord, merci. Alors, dans les marchés de grande consommation, ces rôles simplifiés et souvent cumulés par la même personne. Donc, ça veut dire qu'une personne peut acheter, payer et utiliser. D'accord? Donc, si vous prenez un café, ou prenez un jus d'orange dans un café ou dans un restaurant, vous achetez, vous payez, vous utilisez. Vous êtes un vrai consommateur de premier degré. Si vous rentrez dans un café, vous êtes avec quelqu'un. Vous achetez, vous utilisez. Vous ne payez pas parce que c'est l'autre qui paye. Donc, qui a le choix de ce café, vous ou l'autre? Eh bien, il faut que, par observation... Celui qui va l'utiliser. Là, je vous dis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué de temps en temps, quand vous rentrez dans une boutique, au Morocco Mall par exemple, vous avez un petit rayon que vous ne regardez pas, et quand vous passez, il est rouge, infrarouge, hein, c'est au niveau de vos pieds. Savez-vous pourquoi? C'est pour mesurer le nombre de personnes qui rentrent et le nombre de personnes qui sortent. Et à chaque instant, ils appuient sur un bouton et ils voient que depuis ce matin, il y a 20 000 qui sont rentrés et il y a, je ne sais pas, 19 999 qui sont sortis. Ah, il y a un problème, il y a quelqu'un qui se cache derrière les vêtements. Donc, je vois le magasin. Ça, c'est par sécurité. Mais maintenant, ce n'est pas par sécurité qu'on a ces compteurs
vous les avez partout, dans les grandes surfaces, dans tout ce que vous voulez, etc. et tout ça. Et ce sont tout simplement des informations sur le comportement, sur votre comportement, ceux qui achètent, ceux qui payent, ceux qui utilisent. Et c'est très important. À la fin, maintenant, de la fermeture de certaines boutiques, surtout au Morocco, là où il y a un petit peu de technologie, ils sont capables de vous dire combien de personnes ont acheté par leur propre carte, si vous voulez, certains produits, et combien de personnes ont utilisé de l'argent espèce, et combien de personnes ont payé par chèque, et combien de personnes, si vous voulez, ont payé par une autre carte, soit de leurs parents, soit de leurs amis, soit de leurs amis, soit tout ce que vous voulez. Et là, vous avez des informations de taille très importantes sur lesquelles vous pouvez fidéliser vos clients, etc. et tout ça. Eh bien, rien que ce petit élément, vous aurez des informations très importantes. Il y a des milliers et des milliers d'informations qui vous concernent. Hein? Donc, qui sont... Je ne... Comment dirais-je? Savez-vous une chose qui est très importante? Je peux vous le dire en toute honnêteté. Si le S5, il y a 1200 étudiants par exemple, et si tout le monde souhaite acheter un ordinateur qui coûte 5000 dirhams sur le marché, si vous êtes 500, je peux vous le vendre à 2000 dirhams. 3000 dirhams de remise. Ce n'est pas moi qui vais vous le vendre, c'est la société. Hein. Vous achetez Dell, vous achetez HP, vous achetez tout ce que vous voulez. On peut aller jusqu'à 70% de remise si vous êtes 500 personnes et plus qui vont acheter cette machine. Eh bien, parce que nous avons observé un comportement identique et il faut retrouver. Il y a énormément d'entreprises qui se forment au niveau de l'association et qui regroupent leurs achats pour bénéficier des prix les plus bas. Eh bien, c'est de l'information, tout simplement. Il faut la connaître. Parce que on le sait très bien. Mais malheureusement, chez nous, enfin, chez vous, chez les étudiants, il n'y a pas, si vous voulez, ce mouvement de synergie qui peut pousser certaines entreprises dans votre, je dirais, cas, à faire baisser les prix. Vous avez le système bancaire, vous avez l'informatique, vous avez les librairies, vous avez les agences de voyage, vous avez l'événementiel, tout, vous avez les restaurants, tous, vous avez le transport. Toutes ces entreprises, avec votre poids de 130 000 étudiants à l'université Hassan II, vous pouvez faire des tabacs au niveau, si vous voulez, des achats. Mais malheureusement, vous ne connaissez pas du tout votre propre comportement et vous ne faites pas des études sur votre propre consommation. Alors, imaginez maintenant, si moi je suis une entreprise et je connais pratiquement tous vos souhaits, vos désirs, votre capacité financière, vous, je dirais, rêves de ce que vous voulez faire dans un mois, dans 2 mois, dans un an, et j'ai vos contacts, c'est-à-dire vos mails, vos adresses, vos téléphones, etc. et tout ça, eh bien, je peux facilement étudier une offre qui va certainement vous séduire. Eh bien, les entreprises travaillent tous les jours de cette manière-là. Alors, dans les marchés de grande consommation, là où nous sommes, ces rôles sont simplifiés et souvent cumulés par la même personne. Vous pouvez être acheteur, utilisateur et payeur. Hein, quand vous rentrez prendre un sandwich ou quand vous achetez un maillot de bain, hein, vous êtes seul. Il n'y a personne qui va normalement, si vous voulez, sauf si vous avez vos parents ou quelques personnes qui vont acheter le produit pour vous. Et bien alors là, hein, donc, ces différentes, si vous voulez, ces différents clients sont étudiés pour la consommation finale. La personne qui paye le produit n'est pas nécessairement celle qui va l'utiliser. Il faut que je me comporte en tant qu'entrepreneur d'une manière différente avec elle. Je pousse les parents
je dirais, produits ou technologiques ou de jeux pour leurs enfants, mais je les pousse également à être vigilants parce que l'excès d'utilisation des jeux vidéo est grave pour un enfant. Donc, mais je ne parle pas pour l'enfant, je parle pour les parents, ceux qui payent. Alors, dans ce cas-là, oui? Le diable. ما سمعتكش. Maintenant. Enfin, d'accord. J'ai pas compris, mais je continue quand même parce qu'il faut que j'avance. Alors, de même, la personne qui l'utilise n'est pas toujours celle qui l'a acheté sur le marché. Prenons un enfant qui utilise un jeu vidéo. Il l'a pas acheté. À la limite, la notion, si vous voulez, d'argent ou le prix à payer, c'est une donnée comme une autre pour lui. Mais elle est très importante pour les parents, parce que c'est eux qui déboursent. Mais lui, l'essentiel pour lui, c'est d'être à l'aise. Mais il ne sait absolument pas du tout quelles sont les conséquences. Tous les acheteurs, les payeurs et les utilisateurs transforment une personne en client. C'est ça la chose la plus importante. Maintenant, qui est le client ou le patient? C'est l'enfant qui achète le jeu. C'est le papa qui paye. C'est peut-être les amis qui demandent à cet enfant d'acheter un jeu meilleur que ce qu'il a maintenant. Qui sont les clients? C'est peut-être aussi les gens qui offrent ce produit à cet enfant comme cadeau pour son anniversaire, pour la nouvelle année, pour Ashura, pour tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez que tous ces clients-là rentrent dans l'achat de ce jeu vidéo. Et ceux qui payent, ils peuvent payer, ne pas utiliser le produit. D'accord? Mais ils l'ont acheté. Pour qui? Pour quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est très difficile de se retrouver, si vous voulez, dans cette optique-là. Alors, vous avez aussi les facteurs qui influencent les comportements. Ils sont de l'ordre de 5. Et j'aimerais bien que nous allons probablement, parce qu'il est déjà... Vous avez votre prochain cours à quelle heure? Monsieur, 13h30. D'accord. Alors, il nous reste quand même le temps pour faire les 2 premiers facteurs et je laisserai les 3 facteurs pour jeudi, Inch'Allah. Alors, ce qui est important, j'aimerais bien que vous recherchiez autour de vous pour un produit que vous aimez, pour un produit que vous adorez, et essayez de chercher ces facteurs culturels, sociaux, personnels, etc. Une fois que vous avez 1 ou 2 facteurs, vous allez mémoriser complètement la définition. D'accord? Alors, ils sont très importants dans la décision d'achat. Je prends les facteurs culturels. La culture est un ensemble de connaissances, de croyances, de normes, de valeurs et de traditions acquises par l'homme en tant que membre de telle ou telle société. Ce sont vos valeurs, ce sont vos croyances, c'est auxquelles, normalement, vous adhérez énormément. C'est ce qu'on vous a appris. Et c'est ce que vous avez, si vous voulez, appris au cours de votre vie. Ce sont des expériences, ce sont beaucoup de choses. Le rappel d'expériences vécues joue un rôle essentiel du fait de l'importance de la continuité. Les produits ou les marques, si vous voulez, de produits servent énormément de ce lien entre le passé, le présent et le futur pour accentuer leur ancrage dans votre esprit. Alors, quand on parle de la culture, là, c'est un petit exemple, il est très ancien, et vous voyez que dans un pays comme la Tunisie, Maroc et la Chine,
regardez, la présentation, elle est complètement différente. Donc, et vous avez, il y a selon, la Tunisie, ils aiment bien le piquant, donc on leur a mis le piquant. Donc, il y a Mac Arabia pour nous, pour certains pays arabes. Donc, ما خصوش le hamburger داروا لهم الخبز بحال si vous voulez مسمن ولا مبطبوط لعندنا حنا ولا شاورما ولا tout ce que vous voulez. Les asiatiques aiment bien le sésame, etc. et tout ça, ils leur ont laissé et ils savent très bien qu'ils vont leur présenter, si vous voulez ça, dans une petite barquette, etc. Donc, ça c'est la culture. Hein? Donc, nous, par exemple, on a mis longtemps pour comprendre à quoi ça sert que chacun mange tout seul dans des, si vous voulez, des couverts tout seul. Un plat bouhdo, des fourchettes diallo, la lâche, si vous voulez, ou la cuillère, etc. et tout ça. Mais on a mis longtemps. Pourquoi? Parce que on tourne autour d'une table ronde et on est 6, 5, 7, 10 dans la famille et on mange sur le même plat. Parfois même la salade, donc le même plat. Et chacun peut manger en fonction de sa capacité, en fonction de sa vitesse, en fonction de... Et il y en a même, de temps en temps, quelqu'un qui ne peut pas manger. C'est pour ça que dans les familles marocaines, ce n'est pas une blague, donc ça, ce sont des sociologues qui l'ont étudié. Vous pouvez trouver des gens très minces, très maigres, et vous des gens, si vous voulez, un petit peu obèses. Au-delà de leur constitution corporelle, il y en a qui mangent beaucoup, qui ont beaucoup mangé quand ils étaient petits, plus vite que les autres. De toutes les manières, ce qui est important, c'est que les valeurs, en quelque sorte, si vous voulez, les marques, les prennent, et puis après, elles les ressortent en fonction de votre culture et en fonction de vos connaissances. Donc, quand on voit qu'il y a une tendance à l'achat, c'est parce qu'on achète halal, eh bien, on va vers le halal. L'entreprise, ça ne l'intéresse pas qu'il soit halal ou haram ou j'en sais rien du tout. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle va encaisser et la rentabilité et les parts de marché. Mais elle va vendre en fonction de ses clients. Donc la culture, elle est très importante, si vous voulez, dans normalement le choix, si vous voulez, d'un client. Je ne dis pas un consommateur pour le mot. Alors les sous-cultures, si vous voulez, on a tendance aussi à les prendre en compte, mais c'est la somme en quelque sorte de la culture d'un individu. Il s'agit de l'ensemble des groupes culturels présents au sein d'une même société. On n'est pas tous pareils. C'est selon, à chaque fois qu'un goulot, c'est un problème culturel. Et quand c'est un problème culturel, on revient à la lecture, par exemple. Alors maintenant, si je prends la lecture et notre comportement vis-à-vis des librairies, si je vous pose la question bête, donc, quel est le livre que vous êtes en train de lire chaque soir avant de dormir aujourd'hui? Quel est le livre académique que vous êtes en train de lire cette semaine? Donc, vous voyez que selon nos cultures, il y a des gens qui ont un livre de chevet, c'est-à-dire un livre, avant de dormir, ils lisent une dizaine de pages. Il y a des gens qui séparent les livres académiques des livres, si vous voulez, de soirée ou des livres de temps libre. Il y a des gens qui séparent la lecture en magazines, en journaux, en romans, en livres universitaires. Alors que nous, la tendance
que nous avons en tant que Marocains, on mélange tout. La lecture, c'est de la lecture. Eh bien, il y a des gens, hein, figurez-vous, qui, normalement pour eux, si vous voulez, ils sont dans un sous-espace culturel. Eh bien, les entreprises, si vous voulez, quand vous allez maintenant chez... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous connaissez une librairie qui s'appelle le Carrefour des livres. Est-ce que vous connaissez Carrefour des livres? Personne. Oui, monsieur Amari. Ah, Oui, monsieur. alors, exactement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? On pourra lire au magasin? Alors, c'est la seule librairie. Monsieur, on peut trouver tous les genres de livres sur cette librairie. Vous pouvez faire un petit tour. C'est la seule librairie qui a 2 ou 3 petites tables à côté de la fenêtre. Vous pouvez prendre un livre et s'asseoir et lire. Ou bien sortir votre ordinateur et vous êtes connecté par le Wi-Fi et personne, si la place est libre, personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. C'est un service que cette librairie a offert aux étudiants. Mais malheureusement, les étudiants, si vous voulez, dans cette atmosphère, on ne vous demande pas d'acheter. Vous prenez un livre, vous pouvez vous asseoir à la table, vous regardez les gens passer au niveau de la rue, il y a une vitre, et vous êtes en train de lire tranquillement, 1 heure, 2 heures, merci. Ça existe jusqu'à maintenant. Et rares les étudiants qui y vont là-bas. Parce que culturellement, on n'a pas, si vous voulez, ces espaces. D'accord? Donc, malheureusement, avec ce Covid, la Covid-19, donc tout a été encore, si vous voulez, fermé, mais vous avez des bibliothèques d'une manière extraordinaire, hein, comme la bibliothèque El Saoud, comme la bibliothèque Sqat. Ils n'ont rien à envier avec, mais culturellement, nous, on n'est pas dans cet espace. On préfère lire debout, lire 2 pages, copier-coller, ou bien s'informer en écoutant. Et malheureusement, cette lecture n'existe pas. Alors, la culture ou la sous-lecture, les groupes géographiques originaires d'une même région, les groupes fondés sur une même origine nationale, les groupes ethniques et religieux ont généralement la même, si vous voulez, culture. Je ne peux pas vendre un produit, je ne peux pas vendre des babouches, hein, balra, à des Libanais de la même manière qu'à des Américains. C'est impossible. Donc, mais je peux vendre des babouches à un Marocain, quel qu'il soit. Dans le Maghreb ou la Norvège ou là je ne sais pas où, je peux lui vendre les babouches avec une certaine culture, c'est-à-dire en tant que Marocain, parce qu'il connaît cette valeur. Il regarde des babouches et puis il a énormément de choses, si vous voulez, au niveau de sa tête. Alors, les facteurs culturels peuvent nous donner une classe sociale. On appelle classe sociale, si vous voulez, des groupes homogènes, permanents, ordonnés les uns par rapport aux autres et dont les membres partagent le même système de valeurs, c'est-à-dire la même culture, etc., le même mode de vie, les mêmes intérêts et comportements. Donc, on parle de la classe sociale moyenne, la classe sociale pauvre, la classe sociale riche, hyper riche, la classe sociale dominante, la classe sociale qui subit, la classe sociale que l'on domine, etc., etc. Hein? Donc, vous avez des classes. Selon la culture, on a ces classes. Mais quand on rajoute le capital, on a encore d'autres sous-classes, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sociologue Bourdieu. Alors, le sociologue français, Bourdieu, il a étudié pendant, je ne sais pas, 40 ans la société française. Et il a mis, si vous voulez,
ce qu'on appelle la distinction sociale. C'est un monsieur qui est décédé en 2002. Hein, donc, il est né, je pense, en 1930. Et il est décédé en 2002. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Regardez l'axe, si vous voulez, vertical. Vous avez le capital culturel et vous avez le capital économique. Qu'est-ce que c'est que le capital culturel? C'est tout ce qu'une personne possède au niveau culture, au niveau expérience, au niveau valeur. Et le capital économique, c'est tout ce que cette personne possède au niveau économique. Ses revenus, son patrimoine, les maisons qu'elle possède, etc. Alors, au niveau des abscisses, plus on va vers le gauche, hein, donc on a, si vous voulez, une diminution de la capacité économique de l'individu. Et plus on va vers la droite, on a le capital, par exemple, culturel qui baisse. Si vous prenez l'axe horizontal, vous avez ce qu'on appelle le capital global. Le capital global, c'est la somme du capital culturel et du capital économique. Maintenant, si vous regardez, si vous voulez, le mapping, alors regardez en haut du côté du capital global, vous avez par exemple la profession libérale. Profession libérale. Et tout ce qui est aux alentours, eh bien, ce sont des personnes qui peut-être aiment jouer au tennis, aller au golf, voyager en VIP, etc. et tout ça. Eh bien, parce que leur capital global en culture et en économique, il est beaucoup plus important. Descendez vers le bas, où le capital global diminue, négatif. Vous allez retrouver certainement une catégorie, manœuvre, ouvriers spécialisés, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'ils aiment, ces personnes? Ils aiment peut-être aller à la plage, jouer au foot, manger des sandwichs, je ne sais pas, pas chers, etc. Donc, c'est complètement le contraire. Et c'est pour ça qu'on a une classe en haut qui domine et on a en bas une classe, si vous voulez, dominée. Au milieu, vous avez les services médicaux, etc. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, peut-être la classe moyenne. Alors, ce philosophe, c'est à titre d'exemple, hein, j'aimerais bien que vous cherchiez sur Internet Pierre Bourdieu et vous lisez un petit peu de temps en temps. Vous allez certainement trouver ce graphique et essayez d'analyser. Et vous dites, en tant qu'entrepreneur, je ne vais pas vendre un produit de la même manière. C'est impossible. J'ai des classes sociales, j'ai des cultures différentes. Donc, j'ai un comportement complètement différent. Et du fait que le comportement est différent, donc mon offre, elle doit être vendue d'une manière différente en fonction de ces études. Et vous êtes à chaque fois censé regarder, si vous voulez, pour réfléchir plusieurs fois avant d'entamer une action. Alors, les personnes appartenant à une même classe sociale ont tendance à se comporter de façon plus homogène. Par exemple, je ne sais pas si vous avez été chez Tati, au Morocco Mall, quand il y avait Tati, et vous êtes allé chez les Galeries Lafayette, quand normalement, Galeries Lafayette a été Tati. Hein. Maintenant, c'est une autre enseigne à la place. Eh bien, avant, c'était des classes supérieures, et Tati, c'est des classes modestes. Pourquoi? Parce que au niveau des Galeries Lafayette, vous avez une robe ou un pantalon qui peut coûter 400, 500, 700, 800, 1000 dirhams et plus. Vous avez des parfums à même, si vous voulez, au même niveau de prix. Mais quand il y avait Tati, eh bien Tati, c'était pour les couches moyennes, modestes. Et très rare où vous trouvez un prix qui dépasse 200 dirhams. Et vous pouvez même démarrer à 5 dirhams, 10 dirhams, 20 dirhams, etc.
Eh bien, on n'est pas dans les mêmes classes sociales. Chez nous, il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait leurs courses de fruits et légumes à Marjane et à Carrefour. Ils le font sobre. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils cherchent tout ce qui est pas cher, ou encore ils n'aiment pas acheter ce qui sort du frigo, parce que la plupart des fruits et légumes que vous achetez et au niveau de Marjane et au niveau de Carrefour, ils ne sont pas frais à 100%. Donc, il y a la fraîcheur. Et bien, si vous revenez en arrière, vous allez trouver que ces gens ne sont pas dans les mêmes classes sociales. Donc, ce qu'on offre, si vous voulez, à Marjane ou à Carrefour, eh bien, il faut qu'on réfléchisse, et c'est pour cette raison-là que de temps en temps, vous voyez des choses en vrac, des choses emballées. Ce qui est emballé, c'est pour les classes sociales supérieures, et ce qui est en vrac, il a été fait pour les gens qui adorent, donc se servir et choisir et remplir un paquet et peser, etc. et tout ça. Donc, on vend d'une différente, si vous voulez, manière. Remarque au niveau des classes, de facteurs culturels, les classes sociales constituent des groupes de plus en plus hétérogènes. C'est tout à fait logique parce que même au niveau d'une certaine classe sociale, on peut être différent. Le sentiment d'appartenance à une classe sociale est en diminution et c'est grave parce qu'il y a une certaine rébellion, si vous voulez, rébellion. Et en même temps, ce sont des personnes qui sortent, si vous voulez, de leur classe sociale, qui se rapprochent d'autres classes sociales. C'est soit par affinité sentimentale ou par une sensibilité sociale, etc. Au-delà de la profession et du revenu qui semble moins déterminant, il y a 20 ou 30 ans, le niveau d'instruction et la génération semblent aujourd'hui fortement différenciés, les comportements. Eh bien, on est devenu, je dirais, beaucoup plus une génération qui a étudié, une génération qui est sensible à l'environnement, une génération, si vous voulez, qui est sensible aussi au tout ce qui est social. Eh bien, dans ce cas-là, on essaye peut-être de ne pas aller au niveau des hard discount, donc parce que ce ne sont pas du tout uniquement pour les classes défavorisées, mais par solidarité. Je peux acheter un produit bas de gamme avec un prix bas parce que je sais qu'il y a une partie de mon prix qui va aller aider les pauvres. Et c'est important. Alors, rapidement, il faut que je finisse, si vous voulez, les facteurs sociaux. Vous avez les groupes. Alors, rapidement, vous lisez ça, et puis peut-être il y a encore quelques slides à terminer. Ce qui est important, c'est que quand on parle de classe sociale, on peut avoir des groupes sociaux également. Et ce sont des individus qui exercent des influences sur les attitudes de certaines personnes. Un malade ne peut pas aller chez un médecin sans être conseillé. Eh bien, il y a un groupe, soit WhatsApp, soit familial, soit amis, des amis, etc., qui vous aident. Vous demandez, si vous voulez, à ces groupes. Et il y a des groupes primaires et des groupes secondaires. Vous pouvez demander le premier conseil à des groupes primaires et le second conseil à des groupes, si vous voulez, secondaires. Les groupes secondaires, ce sont les plus importants. Donc, vous pouvez, au-delà de votre famille, voisins, amis, collègues, etc., et tout ça, qui forment les groupes primaires, les dépasser. Parce que vous n'avez pas du tout, je dirais, pas une confiance, mais vous aimerez, vous êtes dans une, je dirais, logique où vous demandez beaucoup plus à d'autres personnes au niveau des associations, au niveau des clubs, au niveau d'autres amis, etc. C'est ce qu'on appelle les groupes secondaires, pour qu'ils vous conseillent davantage et pour concrétiser les conseils des groupes primaires.
Et bien maintenant, vous êtes une entreprise. Il faut connaître qui fait partie du groupe primaire et qui fait partie des groupes secondaires. Et c'est tout le travail des réseaux sociaux, si vous voulez, actuellement. Tout le travail du numérique et le digital. On connaît qui vous fréquentez. La preuve, hein, donc, vous allez sur Internet. Vous allez sur Internet. Et vous mettez, par exemple, achat d'un billet d'avion, je ne sais pas, Casa, Istanbul. Vous cherchez les tarifs, etc. 15 minutes après, vous pouvez recevoir de Atlas Voyage sur votre mobile un WhatsApp qui vous dit « Nous vous offrons tel ou tel ou tel pour Istanbul ». Et bien, ce ne sont que des algorithmes, parce que vous avez consulté un groupe social qui est, à travers Google, si vous voulez, il vous a dirigé vers un serveur qui a traité cette information, qui l'a envoyée au serveur de Atlas Voyage, et Atlas Voyage, elle vous a mis dans ses références, elle vous a envoyé un message. C'est parce que sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur je ne sais pas quoi, Instagram, vous êtes dans un groupe et ce groupe, il est secondaire et il est fiché quelque part. C'est automatiquement de la même manière. Alors, ce qui est important encore pour les groupes sociaux, c'est que l'influence de ces groupes, elle, si vous voulez, elle intervient de 3 façons, pas plus. Il propose à un individu des modèles de comportement et de mode de vie. Il influence l'image qu'il se fait de lui-même. C'est le groupe. Il engendre des pressions en faveur d'une certaine conformité. Alors, prenons l'exemple vestimentaire des adolescents. Vous êtes et vous étiez adolescent, et vos vêtements, réfléchissez, je ne veux pas de réponse pour le moment, et dites comment j'ai acheté telle veste, tel pantalon, telle robe, etc. Quelles sont les circonstances? Vous êtes tout le temps dans ces 3 éléments. Soit que vous les avez vus quelque part et vous ont plu, soit qu'un acteur que vous aimez ou une actrice que vous aimez, elle portait à peu près la même couleur, les mêmes robes, etc. Soit une amie qui vous a conseillé, soit quelqu'un de la famille, soit. Vous êtes tout le temps dans un groupe primaire ou dans un groupe, si vous voulez, secondaire. Vous avez aussi les leaders d'opinion qui influencent énormément les groupes sociaux. Les leaders d'opinion, si vous voulez, tout individu qui par sa notoriété, son expertise, son activité, etc., et tout ça, il veut pousser à acheter quelque chose ou à ne pas acheter quelque chose. Les politiciens, les médecins, les sportifs, etc. Il y en a certains maintenant qui voient, enfin, moi je ne l'aime pas beaucoup, hein, donc Saad Lemjarad, je ne sais pas, a mis une teinture à ses cheveux, une autre coupe de cheveux, et bien le lendemain, il y a plusieurs jeunes qui mettent la même chose. C'est un leader d'opinion. Si l'entreprise le suit, ben, si ça marche, elle va fabriquer certains produits, certains services et elle va les offrir aux jeunes, aux fans de ce monsieur. Le leader d'opinion peut agir aussi d'un individu qui influence, mais de façon informelle. Ma ma'roufch, mais on le connaît. Hein? Donc, comme certains, par exemple, personnalités, moi je les appelle personnalités, artistes de Jamal Fna. Ils ne sont pas connus, mais vous les trouvez sur Internet, vous les trouvez sur beaucoup de choses qui influencent, comme certains blogueurs ou blogueuses. Donc, vous suivez d'une manière simultanée un comportement sans vous rendre compte. Les leaders d'opinion, il s'agit aussi des internautes. Je ne vais pas en parler beaucoup. Je vous enverrai plus tard, pour ceux qui sont intéressés, un livre sur le marketing digital. Et vous verrez, vous le lisez,
comme livre à côté, si vous voulez, si cela vous intéresse. Dernière chose, quand on parle de leader d'opinion, il y a beaucoup de l'influence. Il y a énormément, si vous voulez, des attitudes qui vont changer. Et dans ce cadre-là, certaines entreprises payent ces leaders d'opinion pour changer, en quelque sorte, si vous voulez, la notoriété de leur marque et pour la rendre beaucoup plus accessible à certaines couches. Et c'est quelque chose qui est très important si vous voulez, d'être, on dirait, beaucoup plus sensible, si vous voulez, à cette catégorie, comment on appelle ça, de personnalité. Alors, vous êtes censé, en principe, vous êtes censé avoir une attitude qui vous permettra de comprendre en quelque sorte les deux éléments. Je vais revenir rapidement. Donc pardon. Voilà. Nous avons vu deux éléments qui sont importants. Je vous ferai un petit résumé jeudi prochain, Inch'Allah, sur les deux éléments, facteurs culturels, facteurs sociaux, et nous terminerons avec les facteurs personnels, situationnels et psychologiques pour terminer, si vous voulez, cette séance sur le comportement du consommateur. Pour passer à l'autre partie du comportement, c'est-à-dire les attitudes et le processus d'achat. Ce que je vous demande, je ne vous enverrai pas du tout, si vous voulez, tout cela. Je pense que vous les avez déjà téléchargés. Je vous enverrai cette séance avec 2 ou 3 petites questions à préparer pour, normalement, l'année prochaine. Enfin, c'est-à-dire la semaine prochaine. D'accord? Bien. Alors, je vous souhaite un bon appétit, une bonne année, et puis à jeudi, Inch'Allah. C'est enfin quoi pour du formulaire. Bien.